Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index, actuellement à 9. Dans l'extrême peur, le Social Index, toujours bloqué à fond sur Up, et le Market Order Flow, actuellement en recherche d'achat. Comme vous pouvez l'entendre, je suis malade, je n'ai pas pu vous faire le matin crypto. Je vais essayer demain matin de vous le faire, et sinon, je vous dis à demain pour un nouveau Zap Crypto. Le Bitcoin qui a basculé sous les 20 000 $. Le sentiment commence à s'inverser. C'est le point qui fait que le sentiment change. Donc ça, on le verra après quand on parlera d'order flow. Tout ça, on s'en fout. Au niveau d'order flow, donc au niveau du ratio short, etc., j'en parlerai juste après. Du coup, techniquement, on en est où? Bon, techniquement, il n'y a pas encore de signe de bottom. Comme je vous dis tout le temps, un bottom, ça met du temps à se poser. Pour l'instant, c'est pas le cas. Est-ce que c'est la fin du monde? Pour les plus débutants, si jamais vous tombez sur ce brief, ne vous faites pas avoir. Vous allez commencer à voir partout que le Bitcoin, c'est la fin du monde, qu'il est fini, que blablabla, que truc, que machin, que machin. Non, un Bitcoin sous 20 000, c'est pas la fin du Bitcoin. Également, vous allez aussi voir beaucoup de gens qui vont vous dire qu'on est sous le prix de production. Non, il y a un indicateur qui le montre et cet indicateur n'est pas à jour quand vous le laissez de base. Donc de base, il est réglé sur le prix d'électricité chinois. Il faut savoir que le minage de Bitcoin a été délocalisé, n'est plus majoritairement en Chine, parce que la Chine a interdit cela. En tout cas, il y a des restrictions, ce qui fait que voilà, les mineurs se sont barrés dans d'autres pays, où environ le prix du kilowattheure est environ à 0,03 USD par kilowattheure. Alors que en Chine, c'est environ 0,05. Ce qui fait que, oui, si je mets 0,05, on est sous le prix de production, mais non, il faut savoir qu'il y a des fermes de minage qui partagent des rapports et qui annoncent pouvoir miner, par exemple, jusqu'à 15 000 $, et d'autres même, de ce que j'ai vu, jusqu'à 4 000, voire 5 000. Après, je ne sais pas si c'est vrai, mais voilà, certains arrivent à miner à des prix assez faibles. Pour l'instant, je pense qu'un des indicateurs intéressants serait d'éventuellement utiliser le RSI. Alors, le RSI, on peut l'utiliser, pas l'utiliser. Ça reste un indicateur intéressant à observer. Alors, prendre des signaux de trading complètement basés sur du RSI, c'est un peu, entre guillemets, dangereux. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça veut strictement rien dire. Par exemple, là, on est en zone tout simplement de survente, mais on peut continuer à rester longtemps dans cette zone de survente et donc n'avoir strictement aucun signal apporté grâce à ça. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le deuxième indicateur que j'aime bien utiliser, qui est un indicateur de mouvement, le Shop Index, est tout simplement en zone extrême aussi. Ça veut dire qu'il est complètement exténué. C'est-à-dire que là, tout ce mouvement baissier qu'il a démarré ici à 47 000 l'a fatigué. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Mais n'oubliez pas qu'on peut encore descendre en termes de fatigue. Tout simplement, ici, on est à 20 ou à 19, 21. Ici, pour l'instant, on est à 30. Donc, on a encore de la place. D'accord? C'est important de le comprendre. Donc, moi, par exemple, un signal qui pourrait être intéressant, ça serait éventuellement ici le début d'une divergence. Et donc ça, évidemment, ça peut mettre plusieurs semaines, voire des mois avant de se mettre en place. Et par exemple, on verrait le prix ici qui descend, on verrait un creux qui se dessine, on verrait éventuellement un autre creux ici, et enfin, le RSI qui revient dans la zone, et dans ces cas-là, on aurait une magnifique divergence. Et là, dans ces cas-là, par exemple, ça pourrait être un signal intéressant. Mais tant qu'on n'a pas ça, réellement, ça peut baisser encore longtemps. Et il faut comprendre qu'actuellement, peut-être qu'on se calme en termes de baisse, mais ça peut rester consolidé longtemps. Et ça, c'est évidemment quelque chose auquel il faut se préparer. Et évidemment, si on n'est pas prêt, on va tout simplement regretter ou on va se retrouver dans une situation de désarroi. On va laisser l'espoir dominer notre mental et derrière, finalement, dans l'espoir, on fait rien. On fait que des choses intéressantes dans la méthode, dans le mindset, mais pas dans l'espoir. Et pour terminer, on a le prix moyen d'achat d'un Bitcoin. Donc ça, c'est tout Bitcoin confondu. Donc très simplement, le prix moyen, il est en orange. La courbe de Bitcoin, la courbe de prix actuel, elle est en bleu. Historiquement, donc fin 2018, début 2019, on était sous le prix moyen d'achat, donc c'était notre bottom sur les cryptos. Mars 2020, on est passé juste sous la courbe orange, donc pareil, sous le prix moyen d'achat. Donc c'est un super point d'entrée aussi. Et on vient une nouvelle fois de passer sous cette courbe actuellement. Donc le prix moyen d'achat d'un Bitcoin, il est à peu près à 22 700, 23 000 $.
Là, sur les cryptos, on est autour de 19 000 $, donc dans tous les cas, vous êtes sur un super point d'entrée pour du long terme. Je pense que le plus gros est passé, qu'on va bientôt commencer à latéraliser et qu'on devrait se poser au plus bas vers 17 000, 17 200. Et donc au niveau de l'order flow, ce qui est vachement intéressant, c'est que les ratios short remontent, donc le sentiment bearish est en train de s'installer depuis qu'on est passé sous 20 000, ça je vais vous le montrer, mais là en gros c'est le trait des 20 000, depuis qu'on est passé dessous, regardez bien, le ratio short ne fait que monter. Ce qui veut dire que là on est en train de créer un sentiment bearish, plus on reste sous les 20 000, plus on tourne autour, plus les gens développent un biais bearish. Bon ça c'est intéressant, c'est ce qui fait qu'en cas de rebond on pourrait avoir un rebond assez intéressant. Là, on est sur la supply active depuis 1 an. On avait fait un ATH de supply en dormance depuis plus d'1 an. C'est-à-dire que ça faisait 1 an que ces coins n'avaient pas bougé du tout. Et on était à 2/3 des coins qui n'avaient pas du tout bougé, 66% quasiment. Et là, vous voyez qu'il y a une petite capitulation sur cette jambe ici de plus bas. On a des gens qui avaient acheté dans les 1 an qui commencent un petit peu à vendre. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça signe de toute façon une capitulation. Il faut que ça saigne un petit peu. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Ici, on va regarder le NUPL pour voir si on est bien dans le rouge, et là vous voyez que oui, on commence à toucher des niveaux relativement énormes. Et souvent quand je regardais les datas, je vous disais moi il y a une des choses qui me manque, c'est que on soit ici bien dans une zone de capitulation, et là vous voyez qu'on est bien dans le rouge depuis déjà quelques temps maintenant. Alors on va essayer de garder voilà ici une échelle un petit peu intéressante. Vous voyez qu'elle commence à peine cette capitulation, donc on va pouvoir ici peut-être travailler ce niveau, retravailler ce niveau pendant un certain temps et ensuite repartir. Ou alors ça peut repartir très fort si jamais on est dans cette notion de cycle étendu, c'est-à-dire un cycle qui va en fait comme quoi on est juste dans cette expanding flat et qu'après on va entamer vraiment une grosse vague haussière. Dans cette notion de cycle étendu, potentiellement on pourrait repartir très fort. C'est ce que je vous expliquais dans l'histoire de l'élastique tendu tout à l'heure. L'action de prix a été très rapide et très forte, et donc du coup peut-être que ça son opposé pourrait ici être très rapide et très forte également. Alors, autre chose que je trouve très intéressante, c'est le credit spread. Au niveau du high grade des obligations, quand même vraiment le credit spread ajusté, excusez-moi, j'ai eu un petit blocage. Et généralement, ça c'est comme un petit peu un VIX, puisque ça représente un petit peu le crédit. Et là, par rapport à la hauteur justement de ce credit spread ici, le VIX n'a pas forcément encore réagi. Il est pour moi encore en retard par rapport à ça, parce que généralement, quand le credit spread pump, on a le VIX qui pump aussi. Et là, on a un retard. Pour moi, le VIX n'est pas encore est en train de sous-réagir ce qui se passe dans le milieu du crédit, dans le credit spread, puisque là, on est vraiment pratiquement sur des niveaux Covid. Et le VIX n'a toujours pas réagi, donc il y a un retard par rapport à ça. Donc ça, c'était ma petite parenthèse justement au niveau du credit spread, parce que c'est le crédit qui lead un petit peu le marché aussi. Donc c'est quand même assez important à savoir. Mais qu'on soit conscient d'une chose, c'est que si Bitcoin continue de faire ce qu'il fait, c'est-à-dire baisser gentiment, lentement, les alts ne vont pas tarder à s'effondrer également. On a eu une mèche du Bitcoin, on va le regarder tout à l'heure sur la courbe, à 17 800 $, si je dis pas de bêtises, peut-être même un peu moins. Il faut savoir que si on a un crash supplémentaire sur le Bitcoin, s'il tombe à 15, 14, 13, voire 10, le marché des alts risque de subir un tremblement de terre. Donc faites très attention à votre exposition actuelle. Depuis maintenant 10 jours, nous sommes en train de vous le dire, même 2 semaines, faites très attention à votre exposition. Le marché actuellement n'est pas votre ami. Vous avez ici une adresse interne de Binance, donc vous pouvez assez facilement le voir, et ça a été repris sur beaucoup de médias spécialisés, notamment crypto, Cryptost, etc., Actu Crypto, Crypto News et tout ce que vous voulez. Bref, Binance nous sauve et achète pour 100 000 bitcoins. Alors, c'est un peu vite dit, parce qu'en réalité, nous les avons envoyés dans la tronche, en fait, ces bitcoins, et ce, depuis le 31 mai. Moins 10 000 bitcoins, moins 10 000 bitcoins, moins 20 000 bitcoins, moins 7 000 bitcoins, moins 35 000 bitcoins, moins 37 000 bitcoins. Donc en réalité, ils n'ont fait que racheter ce qu'ils avaient déjà en fait envoyé sur le marché. C'est eux, en réalité, qui ont poussé le prix plus bas que terre. Voilà. Donc on n'a pas vu aucun achat sur cette adresse. Alors bien évidemment, il y a des mouvements qui sont très importants sur plusieurs adresses internes, notamment de Binance et de plein d'autres échangeurs, mais on voit qu'ils ont racheté quasiment l'intégralité, voire plus que l'intégralité de ces ventes au market, sur le spot, en une seule fois 100 000 bitcoins. C'était donc hier, ou avant-hier, dans la nuit, qui en fait potentiellement posait un bottom de marché provisoire. Voilà, ça c'est super important.
On va juste regarder ensemble, comme ça on fait un petit calcul mathématique extrêmement arithmétique et extrêmement simple par rapport à ce 31 mai 2005, pour vous dire à quel point ces échangeurs font le marché et posent des tops de marché provisoires. On y retourne, le 31 mai c'était exactement ici, on va bien vérifier ensemble que je ne me trompe pas, 31 mai ici 2022, voilà juste ici, 31-05-2022, c'est exactement cette petite mèche là, qui nous a empêché de structurer et de faire une continuation haussière alors qu'on avait bien structuré des W weekly dans des W weekly. Ils connaissent la technique, les loulous. Bon, derrière ils posent, ils envoient 10 000 bitcoins pour commencer à envoyer, on réintègre le range et on envoie, et les plus grosses ventes ont été faites le 15 et le 16 juin. On va chercher des clusters de liquidité, merci à vous, et derrière on peut rebondir puisqu'ils rachètent. Alors la fully diluted market cap ou capitalisation entièrement diluée en français, ça va être très simple à comprendre. En fait, la formule est extrêmement simple. Ça va être le prix du token fois la quantité maximale de tokens qui peuvent être en circulation. Je vous donne l'exemple le plus simple à comprendre. Le Bitcoin, aujourd'hui, le Bitcoin est à 20 000 $. Il y en aura 21 millions en circulation en 2140. Donc, la fully diluted market cap du Bitcoin, ça va être 20 000 fois les 21 millions, ça fait 420 milliards. Alors qu'aujourd'hui, la market cap du Bitcoin, puisqu'il y en a environ que 19 millions en circulation, elle est seulement de 380 milliards. Alors, je vous donne l'exemple du Bitcoin pour que ce soit facile à comprendre, puisque vous connaissez tous le Bitcoin. Mais on va voir que là, la différence est quand même assez faible. Mais pour certains tokens, des tokens où il y a seulement peut-être que 3% des jetons en circulation, 10% des jetons en circulation, cet écart entre market cap, donc la capitalisation d'aujourd'hui, et la capitalisation, une fois que tous les tokens seront en circulation, va être vraiment énorme. Il faudra absolument la prendre en compte dans ces analyses. Aujourd'hui, défaut de crédit de l'Italie et la Banque Centrale Européenne. Donc on est de plus en plus en train de voir les taux qui montent et les taux de certains pays sont en train de partir complètement en vrille. Donc ça pourrait être le cas en particulier de l'Italie qui est monstre sous pression actuellement, et il pourrait y avoir une pseudo-panique bancaire qui a été lancée. Donc là, il y avait une séance le 15 juin dans laquelle la Banque Centrale Européenne va lancer un programme spécial pour limiter l'écart de taux donc entre les différents pays. Donc les pays dits dangereux qui sont l'Italie, la Grèce, potentiellement la France, voient un écart avec le taux 10 ans allemand qui monte aussi très important, et à mon avis ils risquent de relancer un nouveau truc, donc ils vont pas appeler ça quantitative easing, mais un nouveau truc débile dans lequel ils vont réimprimer de l'argent, et s'ils réimpriment de l'argent, ça pourrait être positif pour les marchés actions et crypto qui sont actuellement défoncés, comme tout le monde le sait. La BCE, ça cogite, elle commence à accélérer un petit peu le processus en faisant même des réunions d'urgence. Putain, les gars, j'étais dans la piscine là. Réunion, ça va, c'est pas le GIGN non plus. Hein. Détends-toi, l'inflation, ça fait 9 mois qu'on est à la bourre, qu'on est au courant. Détends-toi. Ouais, écoute, il fait chaud. Oh là, qu'est-ce qu'ils sont pressés les gens là, l'inflation là. C'est bon, on a le temps. C'est à cause de quoi ? L'écartement du spread entre les taux en Italie et les taux en Allemagne. Bon, d'accord, j'arrive. Effectivement, la dette italienne, ça va commencer à lui coûter très cher. Donc du coup, la Banque Centrale Européenne réfléchit à un nouveau truc. Vendre la dette allemande, acheter celle d'Italie. Ouais, solution qui, ils vont encore cogiter un petit peu, puis elle serait adoptée a priori 21-22 juillet. Mais alors, que peut-il se passer ? Fondamentalement, remonter les taux pour lutter contre l'inflation consiste à créer une récession économique afin que le tissu économique consomme moins de crédit et que l'argent se raréfie pour que l'inflation baisse. L'idée de resserrer l'accès au crédit en limitant la liquidité est une autre façon d'obtenir le même résultat, mais sans faire monter le coût de l'endettement des États. Le problème, c'est de savoir si le tissu économique est seulement capable d'encaisser une récession sans exploser, puisqu'un grand nombre d'entreprises et de ménages vivent à crédit. C'est ce que l'on appelle les ménages surendettés et les entreprises zombies. Donc l'Occident ne lutte pas contre l'inflation car il n'en a pas les moyens. Pour autant, si vous laissez courir l'inflation, alors il peut se passer deux choses. S'il n'y a pas de boucle retour avec les salaires, alors le pouvoir d'achat baisse et vous vous retrouvez quand même en récession. Par contre, s'il y a une boucle sur les salaires,
alors la destruction de la monnaie à grande vitesse se met en place. Cela revient à dire que l'économie consomme son dernier stock de valeur avant de rentrer tout de même en récession. Dans le pire des cas, vous rentrez dans ce que l'on appelle une stagflation, à savoir une stagnation voire une baisse de la croissance économique accompagnée d'une forte inflation. Dans ce cas, la réduction de la richesse de l'économie se fait à la fois par la monnaie et à la fois par la récession. Car au bout du compte, et qu'on le veuille ou non, il faudra rétablir le déséquilibre entre le prix du dollar et de l'euro avec sa valeur réelle. Ouvrons une petite parenthèse pour comprendre comment s'est construit cet immense écart entre prix et valeur des principales économies occidentales. Depuis le démarrage de la mondialisation dans les années 70, l'Occident était en perte de vitesse en matière de croissance. Donc, la parade qui a été trouvée grâce à la mondialisation était d'exporter nos usines contre de la dette. L'idée a été d'exporter nos usines afin non pas de créer de la croissance, mais de baisser les coûts de production. Si la croissance réelle de biens et de services reste la même, mais que l'on peut acheter toujours moins cher, alors vous devenez plus riche. C'est ce qui s'est passé et c'est pour cela que la croissance des USA et de l'Europe est négative depuis les années 70 en réalité, si vous retranchez du PIB, la dette et l'inflation. C'est ce que j'appelle le pacte faustien de l'Occident. Pour avoir une croissance de notre niveau de vie, nous avons vendu notre appareil industriel aux pays en développement contre la dette. La Chine en particulier sait très bien que la dette qu'elle possède sur les USA ne vaudra rien à terme. Mais ce n'est pas si grave si je puis dire, car entre-temps elle a importé l'appareil productif des Américains. Bitcoin résout le problème de l'argent parce qu'il nous offre une alternative à la monumentale arnaque orchestrée par les grandes banques centrales depuis plusieurs générations. Et enfin, Bitcoin résout le problème de l'argent parce qu'il représente l'invention de la seule forme de monnaie qui soit à la fois résistante à la censure, d'une rareté infinie et facilement divisible afin qu'elle puisse être utilisée dans la vie de tous les jours. Et tout ça, personne ne peut nier que ça a une valeur potentielle énorme pour l'humanité. Ça, c'était le premier point. Et une fois qu'on a compris ce premier point, on en vient rapidement à un deuxième constat qui est que 90% des gens sur cette planète ne comprennent pas encore le premier point. Puisque la valeur perçue de Bitcoin est principalement subjective et que chacun va avoir tendance à juger Bitcoin d'abord en fonction de l'utilité qu'il lui trouve sur le plan personnel, ce n'est donc pas étonnant de voir que la valeur perçue de Bitcoin soit complètement différente selon les individus. Par exemple, pour la personne qui vit en Turquie, où l'inflation est actuellement de 73% par an, la valeur perçue de Bitcoin, un actif qui vaut aujourd'hui 2 fois plus qu'il y a 2 ans, sera probablement assez élevée parce que pour lui, Bitcoin c'est peut-être sa seule bouée de sauvetage. Ensuite, pour la personne qui vit en Afrique et qui n'a pas du tout accès au système bancaire, la technologie de Bitcoin aura peut-être une valeur perçue assez élevée, puisqu'avec un simple téléphone, Bitcoin peut lui ouvrir de nouvelles possibilités et lui permettre de se projeter dans le futur. Mais par contre, si on prend le cas d'un Français lambda qui vit assez confortablement et qui ne souffre aujourd'hui que légèrement de la montée de l'inflation, on peut comprendre que la valeur de Bitcoin, telle qu'il l'aperçoit lui, soit aujourd'hui assez marginale. En fait, le privilège dont il profite parce qu'il est né là où il est né ne lui permet peut-être pas de voir pour l'instant les problèmes que Bitcoin résout. Et pour lui, Bitcoin n'a donc que peu d'intérêt, hormis un intérêt marginal comme un investissement spéculatif. Donc on voit bien que la valeur perçue de Bitcoin est complètement différente selon la personne à qui on va poser la question. Et puisque pour l'instant très peu de gens ne s'y sont intéressés plus que ça, la plupart des gens ne comprennent pas aujourd'hui que les caractéristiques intrinsèques et le fonctionnement de la technologie de Bitcoin permettent effectivement de résoudre le fameux problème de ce qu'est l'argent. Mais alors, je vais te parler d'un autre aussi dans la finance centralisée pour que les gens, juste pour leur donner des petits outils, juste comme ça, hein, des anecdotes parce que je les ai vécues. J'étais à Londres et au resto quelque chose, on m'a appelé, mais il fait, tu reviens tout de suite. C'était en mai 2010 pour le flash crash. Et en fait, moi, c'est ce qui me fait le plus peur dans le monde crypto, c'est que quand tu as du smart contract et que tu dis, moi, l'intelligence humaine, je la mets de côté, je vais la codifier. Et donc, c'est plus... Code is law. Voilà, code is law. Quoi qu'il arrive, le code est appliqué. Phrase que je déteste le plus au monde. Donc, on extrait l'humain de la technique, bien que ça soit de l'intelligence humaine imparfaite. Ok ? Et donc, c'est ce qui s'est passé. Ce qui va en 2010, c'est qu'il y a eu un flash crash. On allait dans une zone, en fait, qui n'était plus une zone où les algos avaient appris. Tu sais, parce que c'est soit des réseaux neuronaux, soit du super vector machine, etc. C'est des algos de classification, d'autres algos un peu plus simples, d'autres algos qui... Moi, je connais des mecs qui gagnent des millions avec des algos à 2 balles. Hein.
Ils ont juste un petit truc, c'est une petite formule, elle est comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, on est allé dans un... Par exemple, ça, c'était le champ des possibles. On a pris un chemin où on s'est extrait du champ des possibles, et là, les algos, ils ont tous pété un câble. Ils ont commencé à faire n'importe quoi. Ils ont commencé à vendre. Alors, je vais dire Procter & Gamble, je me rappelle plus très bien, mais des liquide, quoi. Des valeurs qui valaient $80, elles étaient vendues à 5 centimes. Ça, l'être humain même le plus con le fait pas. Tu vois, il va comprendre que... Et tu sais comment on a arrêté tout ça? C'est la rumeur. Mais ça peut pas être autrement que ça, parce que j'en suis sûr. Ils ont débranché physiquement les prises. Les algos. Et tu sais la panique ultime. Don't touch the red button. Mais là, je vais faire une confidence, tu vois. Toi, ça te fait rire. Moi, je te jure, j'en ai pas dormi. Pas parce que il y a eu des sommes de gains ou de pertes, on s'en fout, énormes par desk, etc. C'est que je me suis dit, mais si les algos sont capables de péter un cap, parce que la finance, on a toujours 10-15 ans d'avance sur tout le monde. S'ils sont capables de péter un cap comme ça, et devenir des monstres, tu vois, ça veut dire que c'est possible que ça arrive dans un réseau ferroviaire, dans un réseau, pour l'avion, même pour la bombe atomique. Mais je me dis, mais un jour, il va se passer un truc. Tous les algos du monde vont commencer à communiquer entre eux et ils vont péter un câble. Et nous, on va se dire, ah ben, on croyait qu'on était intelligent, on a écrit un truc super smart avec des cuts, etc. Et ça, c'est très dangereux. L'autre truc sur ce risque de gap, etc. Et toutes les cryptos. Moi, ce qui me dérange le plus en fait dans les cryptos, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que les cryptos, c'est une voie de garage de la création monétaire qui est en surplus. Et pendant ce temps, on a l'Ukraine qui vient de rejoindre le partenariat européen sur la blockchain. À savoir que le partenariat européen sur la blockchain a été créé en avril 2018 et il est actuellement composé de 29 pays et il s'agit d'un partenariat qui vise à créer des services blockchain transfrontaliers entre les États, les entreprises et les individus afin de faire rentrer l'économie européenne dans l'économie numérique. Et donc aujourd'hui, l'Ukraine a rejoint le partenariat afin de lier son économie à celle de l'Europe et je précise que après la Norvège, il s'agit du deuxième partenaire qui n'est pas membre de l'Union européenne. Et je précise également que pour le moment, l'Ukraine n'a pas encore un rôle actif car elle assiste aux réunions en tant qu'observateur. Bref, alors que les discussions sont toujours en cours concernant une possible adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, on voit que le pays s'implique déjà dans ce partenariat qui devrait théoriquement permettre à l'Europe de faire évoluer son économie vers la blockchain. Salut Asher, j'ai 18 ans, je suis dans les NFT depuis septembre. Oui, attention à toi. Dans la crypto depuis un petit moment, j'ai arrêté la fac. J'ai réussi à faire 30K d'Ether en décembre. Alors déjà mon pote, arrêtez la fac parce que tu commences à devenir trader de crypto. Dans la catégorie très mauvaise idée, ça semble quand même tout en haut des très mauvaises idées quoi. Après beaucoup d'erreurs et les TH qui se cassent la gueule, je suis à 3K, mais toujours motivé. Alors mon pote, t'es à 3K, toujours motivé, mais la motivation ça ne nourrit pas. C'est fou, mais la motivation ça fait pas bouffer mon pote. Donc je te conseille pas d'arrêter tes études, d'accord? Parce que t'es arrivé dans un moment où tout semblait facile, alors que la vie c'est dur. Et tu risques d'être dans une phase où tes 3K vont peut-être devenir 4K, mais en un an ou un an et demi, ou même plus bas, et ça c'est dur. Parce que fais gaffe à toi, back-toi à côté mon pote, trouve-toi quand même un boulot. Tu peux apprendre, il y a des choses à faire dans ce monde-là, mais fais gaffe si c'est ton seul rempart. J'espère que t'as un plan B, parce que il faut se nourrir mon pote, c'est important. Parlons maintenant rapidement d'un petit tweet de CZ de Binance qui a tweeté comme une lettre à la poste. Donc il est à Vivatech en fait, donc la conférence tech qui est en ce moment en France. Et il a dit en fait que le groupe La Poste est en train à lancer des NFT ou va lancer des NFT sur Binance. Donc c'est assez surprenant cette information, La Poste qui lance ses propres NFT. Et voilà, c'était du petit clin d'œil rapide. Ensuite, petite liquidation là, au niveau de TH. Alors, on n'a pas eu de liquidation, mais c'était très très chaud. 200 000 Ethers qui ont failli se faire liquider. On a eu très très chaud, à $950. Pourquoi on a eu chaud? Parce que le mec, du coup, a envoyé en fait du collatéral sur sa position pour pouvoir qu'elle se maintienne. Heureusement, parce que si c'était fait liquider, en gros, c'est un mec, par exemple, il a pris 200 000 Ethers en quête de position. Sauf qu'il a pris du levier, il a emprunté, donc ça lui fait une liquidation à $950. C'est-à-dire que si le cours descend à $950, il se fait liquider et il perd tous ses Ethers qu'il a dans sa position, donc les 200 000. C'est beaucoup, l'Ether ça vaut $1000, donc voilà, 200 millions, quoi. 200 millions de dollars, c'est beaucoup. Et du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dû réinjecter plusieurs millions, dizaines de millions dans sa position pour que sa liquidation baisse et qu'il ne se fasse pas liquider.
Faut se méfier de ça parce que si jamais on fait une mèche en cascade d'un seul coup, il n'a pas le temps de remettre du collatéral et ben il peut se faire liquider 200 000. Et s'il se fait liquider 200 000 Ether sur le marché, ça va faire une pression vendeuse assez énorme et ça va directement flinguer l'Ethereum au niveau de son prix. Et après, ça risque d'enchaîner avec des cascades d'éducation. Et ça, c'est quelque chose qui me fait quand même assez peur. Et ce que j'adore en fait avec Bitcoin, c'est que pour moi, c'est une monnaie confiance. Et si vous faites tout ce que vous voulez, je m'en fous, ça me concerne même pas de toute façon. Je suis pas politicien, j'ai pas action à faire. Tout ce que je peux faire, c'est me barrer du pays. J'ai déjà fait. Je suis en Suisse. Et la deuxième chose, c'est acheter des actifs qui me rendent plus libre. Aujourd'hui, j'ai acheté du Bitcoin, j'ai presque plus d'euros dans les poches. J'ai même pas trop de francs suisses. J'ai débancarisé mes boîtes parce que je leur ai créé des wallets qui sont en superposition avec les structures. Donc je ne réponds qu'à la loi. Le banquier qui vient me dire oui, nous on a un règlement. Tout nous oppose en fait, Richard. Moi, le banquier qui vient me dire ouais, mais moi je dois cocher des cases, machin. Je fais bah vous savez quoi? Rendez-moi mon argent. Au revoir monsieur. Et mais juste foutez-moi la paix quoi. Et du coup, toi t'as quasiment plus de devises, t'es tout en Bitcoin. Non, pas en Bitcoin. Après, t'as des stables, il y a des choses, il faut se débrouiller un peu. C'est compliqué parce que c'est un écosystème en construction. Donc, t'as Bitcoin, puis t'as l'USDC qui est pas mal. Et après, il y a les JFiat. Donc, les JFiat, c'est un copain, Pascal Talarida, avec Jarvis Network qui fait ça. Donc, aujourd'hui, il faut bricoler parce que c'est pas encore mature. Mais là, j'ai un autre copain qui va développer, ça va sortir incessamment sous peu. Je dis pas quand, parce que je vais pas lui coller la pression. Mais, il va développer des stablecoins sur Bitcoin. Et ça va sortir vraiment incessamment sous peu et on va le présenter. C'est-à-dire que tu pourras avoir des Bitcoins stables. Voilà, en gros. Et ça, moi, j'attends ça comme le Messi, quoi. Parce que, en gros, tu short et tu long le Bitcoin et t'arrives à avoir un stablecoin en Bitcoin. Et en fait, moi, c'est marrant, ça. Tu sais, ce que je me dis, c'est... Et je veux dire, les banquiers, j'ai plus besoin de lui, quoi. Non, je veux dire, garde-la ta daube. Je veux dire, juste fous-moi la paix. Mon banquier en Suisse, je lui ai dit tiens, j'ai des copains, ils se font virer de leur banque parce qu'ils font du minage dans des pays en développement et tout, et du coup ils cherchent un bon banquier, ça vous intéresse? Et le gars il me dit ah non, moi et même les clients qui sont là, quand ils commencent à traiter la crypto, je les vire. Bon, je dis ok, j'ai compris. Et ben hop, je me suis mis à me débancariser moi et mes boîtes, et dans la phase ultime, c'est mais juste mourrez dans votre coin, quoi. Je veux dire, mais m'entraînez pas dans votre chute, s'il vous plaît. Laissez-moi au moins m'en sortir. Parlons maintenant de Ducone qui aurait manipulé le vote pour le fork de la blockchain Terra. Et alors qu'il y a quelques jours on avait des accusations de retrait de 2,7 milliards de dollars du réseau Terra par Ducone lui-même, aujourd'hui des accusations portées par Fatman sur Twitter affirment que Ducone aurait manipulé le vote pour le fork de Terra avec un wallet secret contenant 20 millions de Luna qui lui donnait 5% du droit de vote. Et en utilisant un wallet secret, il aurait enfreint les règles mises en place par Terraform Labs qui impliquaient que les membres de Terra ne devaient en théorie pas participer au vote communautaire. Bref, si les révélations qui s'accumulent ces derniers jours s'avèrent être véridiques, il est à peu près certain qu'il doit se passer encore une fois des choses pas très nettes derrière le Luna 2.0. Elon Musk, comme je vous ai dit, il a encore tweeté qu'il continuerait d'acheter le Dogecoin. Il dit je soutiens le Dogecoin malgré la plainte là qui a été déposée contre lui pour on va dire avoir fait un schéma de Ponzi autour du Dogecoin. Il dit c'est faux, bien sûr, c'est n'importe quoi cette plainte, c'est un peu du délire. Il y a quelqu'un qui réclame des centaines de milliers de dollars à Elon Musk sur ça. Et il dit c'est faux, et surtout je continuerai d'acheter du Dogecoin. Il y a quelqu'un qui lui dit est-ce que tu vas continuer d'en acheter? Il a répondu clairement oui. Donc Elon continue d'être fan du Dogecoin malgré le fait que le cours est fortement baissé. Le Doge actuellement on est à peine à 0,05. On se rappelle que ça, on avait atteint environ 0,7 $ et les gens pensaient que le Doge allait atteindre 1 $. On n'y est pas du tout. Mais Elon est toujours derrière. Alors combien il achète, il dit pas. Est-ce que c'est 100 $? Est-ce que c'est 1 milliard? Est-ce que c'est je ne sais pas combien? On le saura sans doute jamais. Mais à l'échelle de sa fortune en tout cas, on peut dire que c'est sûrement négligeable avec une capitalisation de 10 milliards de dollars. De 7 milliards de dollars, le Dogecoin vraiment ça représente rien du tout dans la fortune d'Elon Musk. Il y a plus de 100 milliards environ. En tout cas ça avait dépassé les 150 milliards à un moment. Peut-être là avec la chute des actions Tesla, etc., ça a baissé. On peut aller voir en direct c'est quoi la fortune estimée d'Elon Musk en 2012, c'était 213 milliards de dollars.
a sûrement baissé. Et vous avez le classement de Bloomberg en direct sur les milliardaires qui est plutôt bien fait. Vous pouvez aller voir ça de Forbes, pardon. Il y a Forbes et Bloomberg, ils ont le même. Vous avez en direct les plus riches milliardaires. J'apprécie particulièrement Real Time Billionaires. Non, c'est Forbes qui le fait, moi, et ça vous indique un peu tout ça. Donc Elon Musk toujours milliardaire malgré la chute des actions Tesla et du Dogecoin. Donc je pense que c'est assez négligeable à son niveau. Personnellement, j'ai cette croyance, cette théorie que le trading c'est dur, c'est chiant et c'est stressant. Sur le papier, les actions sont assez faciles, acheter bas et puis vendre haut, mais dès qu'on rentre dans la pratique, la rigueur et notre psychologie d'humain nous fait faire souvent un peu n'importe quoi. Pourtant, bon, il y a quand même des traders qui sont rentables, donc je me dis un peu naïvement que si mon problème, moi, sur le trading, c'est à la fois le temps et la psychologie, on peut dire qu'il y a peut-être une machine qui peut le faire à ma place. Bon, c'est vrai que la machine, elle, sa psychologie, ça se résume à des lignes de code, quoi. Il n'y a pas d'émotion, quoi. Et je pense que c'est d'autant plus pertinent dans le marché actuel qui est super difficile à trader, surtout si on n'a pas d'expérience, ce qui est mon cas. Donc, tous ces critères mélangés m'ont donné envie d'investir dans un bot de trading il y a maintenant plus de 6 mois, ça doit faire 7 ou 8 mois, on va le voir. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.